Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième convocation de la saison 8 du tribunal de l'actualité. Nous sommes au mardi 5 septembre 2023 et vous êtes nombreux à nous suivre sur Tweet TV et en simultané sur Watt FM à travers la fréquence 100.7. Je suis Serge Kaboré, le président du tribunal de l'actualité et je suis rejoint par les juges au siège à qui nous disons bonjour. Juge Bernard Bougma. Bonjour président, bonjour juge Bahar, bonjour madame, monsieur. Bonjour, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alors, pour la deuxième convocation de la semaine, deux sujets ont été retenus pour vous. Il sera question du Gabon, où le président Brice Oligui a prêté serment. Il sera également question du fonds de soutien patriotique. Près de 35 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Et c'est donc parti pour cette deuxième convocation de la semaine. Mais avant, les avant-propos. Juge Bernard Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci. Mon avant-propos va concerner les municipales en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs deux avant-propos. Je pars avec la Côte d'Ivoire puis je reviens au Burkina. Donc les municipales en Côte d'Ivoire où effectivement les résultats ont été proclamés hier lundi. Donc sur le RHDP a remporté dans 25 régions sur 31 et 199 communes sur 201. Le reste, la trentaine, 34 ont été partagés entre le PPACI de Laurent Gbagbo et puis le PDCI de Henri Konan Bédié. Maintenant ici, il y a aussi la percée des indépendants, parce que là même où des candidats RHDP ont échoué, ce sont aussi des indépendants RHDP qui ont gagné. Donc quoi qu'il en soit, c'est aussi ça. Parce qu'il y en a qui n'ont pas été positionnés sur la liste, qui se sont assumés, qui ont la base avec eux et qui sont partis et qui ont pris également le siège. Donc il y a aussi la machine du parti dans une élection qui compte pour les candidats, mais il y a aussi l'assise du candidat. D'ailleurs, il y a des moments où la machine du parti ne fait pas gagner un candidat, parce que la base ne se reconnaît pas en lui, la base ne le connaît pas. Et donc il y a aussi des candidats positionnés et sur qui on ne comptait pas pour gagner, mais qui effectivement gagnent. Parce que c'est ça aussi, est-ce que vous avez une base électorale? Bon, voilà. Donc, et parmi les membres du gouvernement ivoirien, il y a beaucoup aussi qui ont été élus. Plusieurs n'ont pas été élus aussi, parce qu'il y en a qui sont de purs techniciens, de purs technocrates, mais pas forcément de bons politiques sur le terrain. Donc, il faut également accepter ce savant dosage-là. Mais les enjeux aussi, c'était... ces municipales, il y avait deux enjeux. C'est l'enjeu du PPACI de Laurent Gbagbo qui est revenu après sa longue période d'absence, donc qui a perdu aussi du terrain, qui a un parti politique dont il faut faire suffisamment de la publicité pour que les uns et les autres maîtrisent, surtout les militants. Voilà, parce que l'aile Gbagbo c'est FPI, aujourd'hui c'est PPACI. Et beaucoup de cadres qui n'étaient pas là, qui sont venus compétir, ont échoué, comme Justin Katina Kone, qui est quand même une figure de proue du parti. Donc c'est un enseignement. Deuxième défi, c'était que le PDCI réussisse, même dans certaines localités, après le départ du président Bédié. Et donc c'est un parti qui n'a pas encore un président en tant que tel. C'est vrai, il y a un intérim qui a assuré, mais Bédié c'est aussi une figure de proue. C'est d'abord le premier outil marketing du parti. C'est aussi l'homme qui mobilisait les ressources aussi pour certains candidats. Donc, qui était aussi le parrain d'autres candidats. Donc, ça n'a pas été facile aussi au niveau du PDCI. Et puis bon, voilà. Et là, on est à 2 ans pratiquement de la présidentielle ivoirienne. Et c'est un RHDP de Alassane Ouattara qui est parti largement favori dans les zones par rapport aux municipales. Maintenant, les présidentielles, comme c'est dans 2 ans, on saura comment est-ce que les choses vont se passer. Mais il y a plusieurs enseignements à tirer de ces élections-là. Déjà sur l'organisation, parce que le président de région est en même temps élu et celui qui va être maire est aussi élu. Chez nous, on élit les conseillers municipaux
qui élisent ceux qui vont aller au conseil régional et arriver là-bas, qui vont élire le président du conseil régional. Bon, la machine est lourde et puis en même temps, le président du conseil régional, à un moment donné, il pose un problème de légitimité parce que souvent on ne le connaît même pas, alors qu'il doit gérer toute une région. Au niveau des communes également, ce sont les conseillers municipaux qui élisent, parfois qui disent, écoute, attention, c'est nous qui t'avons fait. Bon, c'est comme si ce n'est pas la population qui avait élu son maire. C'est un système que nous avons choisi avec ses forces et ses faiblesses. Les Ivoiriens également ont choisi un autre système avec ses forces et ses faiblesses. L'essentiel, c'est que la démocratie à la proximité puisse marcher. Dernier avant-propos très rapidement, hier effectivement, c'était le 4 septembre, Juge Inoussa Ouedraogo en avait fait son avant-propos. Moi j'insiste, étant donné que cette date n'est pas du tout querellée, elle n'est pas querellée dans l'histoire politique du Burkina, mais les autres dates sont querellées. Donc, et ici, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en faire une date célébrée dignement comme le signe de la réunification, le signe de la cohésion qu'il a emporté sur la division en son temps, où chacun a mis du sien pour qu'on y revienne. Et moi, ma proposition, comme nous sommes en train de relire, de vouloir relire la Constitution, adopter une nouvelle Constitution, pourquoi on n'intégrerait pas le discours sur la situation de la nation à cette date d'ailleurs? Et en ce moment, on fait en sorte qu'on soit dans un régime présidentiel et c'est le chef de l'État lui-même qui s'adresse au Burkinabé à l'occasion de cette date-là. Ça aura l'occasion que le président s'assume face à ses engagements sur la situation de la nation et non son premier ministre qui est infusible, parce que ce n'est pas lui que les Burkinabés ont élu, donc ce n'est pas lui qui porte le programme. Et l'autre avantage, c'est que ça permet de perpétuer cette date comme dans beaucoup d'autres pays où il y a des dates symboliques qui sont effectivement retenues. Et c'est ma proposition à ceux qui vont travailler sur la nouvelle constitution. D'accord. Alors, doyen des juges Geoffroy Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est un rendez-vous qui nous a été proposé hier, notamment par le CAPES, Centre d'analyse des politiques économiques et sociales. Et c'était la grande salle de Ouaga 2000 où il a été posé la problématique de la transition du franc CFA à l'éco. Et il y avait d'éminents, en tout cas d'éminents professeurs qui étaient présents pour communiquer et donner un peu leur lecture sur ce sujet-là. On a même parlé de souveraineté, on a parlé de la question de la monnaie même et l'éco dans ces variables, parce qu'il n'y a pas qu'un seul éco quand vous regardez les dynamiques qu'il y a derrière. Et voilà, si on devrait y aller, quels pourraient être les futuribles. Donc c'est très intéressant. Il y avait le professeur Lyon Sampana, il y avait Idrissa Ouedraogo, Nkubo Kako et Mamadou Koulibaly, qui sont la crème quand on veut parler de monnaie et de certaines questions qui sont liées. Très souvent, il est des raccourcis pour dire oui, l'élite ne propose rien, l'élite n'est pas critique sur les situations, on ne voit pas nos chercheurs venir nous dire de quoi ils retournent sur les situations concrètes dans lesquelles nous sommes. Ça, c'est un cas concret. Maintenant, est-ce qu'on les écoute? Je pense que ça aussi, c'est une autre question. Pour ceux qui ont fait le déplacement, parce que la salle même avait refusé du monde, pour ceux qui ont fait le déplacement, ils sont allés s'abreuver en tout cas à une bonne source et ils en sont sortis assez avec beaucoup d'autres outils d'analyse. Je pense que ça, c'est déjà très important. Donc, c'est saluer le CAPES pour son initiative et puis pour ceux qui ont souvent la critique facile de comprendre qu'il y a souvent ces rendez-vous là, mais sûrement que la plupart des gens ne sont pas concernés par cela. Merci les juges pour ces avant-propos. Premier sujet retenu pour cette deuxième convocation de la saison 8 du tribunal de l'actualité. Depuis quelques jours, c'est connu de tous, la réélection du désormais ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba n'aura duré qu'une trentaine de minutes. Ainsi en a décidé le comité de transition et de restauration des institutions. Et déjà ce lundi, le nouveau président Brice Oligui Nguema a été installé dans ses fonctions. Juge Geoffroy Vaha, visiblement les choses sont allées très vite du côté de Libreville. Oui, les choses sont allées très vite parce que quand on regarde aussi, pour moi il y a des militaires qui ont raison d'aller vite. Parce qu'il y a un coup qui s'est fait, c'est vrai, il ne faut pas être attentiste au regard de, je vais dire, je ne parle pas de mollesse, mais un peu l'acceptation rapide de ce qui s'est passé, tant au niveau international qu'au niveau interne du Gabon. Est-ce qu'il faut attendre à ce que certaines polarisations ou certaines crispations ou encore le mieux vienne se lézarder? Il faut faire vite ici et maintenant, alors qu'on est adulé, on est accepté à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc il faut aller vite. C'est logique pour moi que Nguema, très vite, décide de prêter serment. Il a été, comme on l'a vu aux premières heures, absent des communiqués qu'il y avait,
tant de façon physique que même de façon scripturale dans le texte. Il n'y avait nullement son nom. À un moment donné, on voit une vidéo où il est adoubé par des militaires, il est soulevé en triomphe, il est presque désigné président, ça crie président, président, et les gens comprennent qu'il est derrière. Et après, on a des interviews qui sont réalisées avec des médias à l'extérieur, et clairement, il s'assume. Il dit un peu pourquoi est-ce qu'ils ont mis Bongo, fils, à la retraite, Ali. Et voilà, les choses se font très rapidement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements face à un coup d'État. On voit que les réactions forcément ne sont pas les mêmes. On a comme l'impression que la perception d'un coup d'État, c'est à géométrie variable, mais on le comprend, on est dans un monde d'intérêt, et ça peut-être ça fera aussi débat. Donc pour moi, c'est logique que ça aille très vite. C'est logique que ça aille très vite. Ils ont même d'ailleurs intérêt. Surtout quand vous avez un clan Bongo qui est encore très bien assis, qui, quand on voit les mallettes d'argent qu'on nous a montré, et ça c'est sûr que c'est la face visible de l'iceberg, ça veut dire que qui a les moyens, on sait, a les capacités de déstabilisation, a les capacités de nuisance en tout cas, et on ne peut pas s'asseoir avec un clan qui a fait plus de 55 ans et puis commencer à tergiverser alors qu'on s'est assumé. Je crois que ça c'est que logique que de voir que ça aille aussi rapidement. Alors, juge Bernard Boukma, moins de 5 jours après avoir été à la tête du pays à travers le coup d'État, le général Brice Oligui a prêté serment ce lundi. Comment est-ce que vous appréciez? Est-ce qu'on n'y va pas trop vite ou est-ce que ça va? Bon, dire qu'on y va trop vite, on n'y va pas trop vite. J'avais dit sur ce plateau qu'au Burkina, au niveau aux yeux de la communauté internationale, il y a de bons putschistes, il y a des putschistes qui ne sont pas bien. Je le disais parce que, en son temps, notre transition, pilotée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, était adoubée, félicitée, reçue dans des capitales. Et certains même lui avaient dit, bon, si vous voulez venir chez moi, il faut déposer le treillis et puis vous mettre en tenue civile. On a vu effectivement cette métamorphose vestimentaire pour pouvoir se conformer aux règles et usages diplomatiques en la matière. Monsieur est passé à la tribune des Nations Unies, au moment où certains autres putschistes étaient voués aux gémonies. Quelques mois plus tard, nous subissons également les mêmes choses. Donc, effectivement, aux yeux de la communauté internationale, il y a des putschistes qui sont bien, il y en a qui ne sont pas bien. Le Tchad, le même Tchad dans cette même partie du monde, c'était aux yeux de tout le monde. Le père n'est plus, mais c'est le fils qui prend. Mais on a suivi également le discours de Macron en son temps, qui semblait dire que si quelqu'un s'en prend à début fils, il s'en prenait à la France. En d'autres termes, c'est ce que ça voulait dire dans le discours. Subitement, le président de l'Assemblée nationale, qui devait assurer l'intérim pour l'organisation des élections, se sent plus capable d'assurer les fonctions de président de la République parce que. Et on a été d'accord. Alors que c'est pas vrai. Même s'il n'est pas disponible, il y a jusqu'à 4 vice-présidents dans nos constitutions. Je ne sais pas au Tchad, mais en général, il y a jusqu'à 4 vice-présidents au niveau de l'Assemblée nationale. Le premier ne peut pas, le deuxième ne peut pas, le troisième ne peut pas, le quatrième ne peut pas. Donc, finalement, c'est le fils qui peut. Donc, les dispositions constitutionnelles ont prévu que quand le président de l'Assemblée nationale n'est pas en mesure d'assurer l'intérim, les autres ne sont pas aussi capables de pouvoir le faire. Donc, il faut seulement compter sur le fils. Et les uns et les autres ont validé. Donc, il y a des transitions qui sont bien, il y en a qui ne sont pas bien. Il y a des présidents de transition, voilà. Alors que dans ce même Gabon, c'est la deuxième transition après, tout récemment, là, après le décès du père. C'était Rose Francine Rugombe, qui est décédée en 2015, qui était la présidente du Sénat, qui avait assuré l'intérim, qui a organisé les élections, et puis c'est fini, on est passé à autre chose. Aujourd'hui, l'armée a sifflé la fin de ce processus électoral, de ce processus démocratique, mais l'armée avait 2 attitudes. Soit elle dit il y a de la contestation dans l'air, on recompte les élections, ou bien nous appelons la gestion par une transition civile. Au Mali, on l'a vu, Dionkunda a été pratiquement entre griffes imposé par cette même communauté internationale. Après le coup d'État contre ATT, opéré par des militaires. La même communauté internationale l'a obtenu. Mais au Gabon, son silence est assourdissant parce c'est un silence coupable.
C'est un silence complice. Donc vous ne pouvez pas vous mettre une balle dans votre pied au même moment. C'est pas possible. S'il n'y avait pas de diplomates là-bas hier, oui, voilà, il y avait des diplomates qui étaient assis pour valider effectivement un coup d'État légitime. Mais il y a des coups d'État aussi qui ne sont pas légitimes. Donc comment on peut avoir sur le même continent, en l'espace de quelques mois, de coups d'État qui ne soient pas légitimes et de coups d'État qui soient légitimes. Des forces qu'on prépare pour aller déloger des putschistes et réinstaller un président entre les mains de ces mêmes putschistes. Mais là, bon, il n'y a pas de problème. Qui a condamné? Personne. Alors qu'en général, dès qu'il y a un coup d'État, le lendemain, il y a un émissaire qui vient, il y a un médiateur qui vient au nom de telle entité sous-régionale. Bon, on n'a pas eu au Gabon. Il y a tout de même eu quelques condamnations, même au niveau de la CEMAC, il y a eu des condamnations au niveau de la France. On s'est dit qu'on suivait de près la situation et tout. Suivre de près, ce n'est pas condamné. Je suis de près, ça ne veut pas dire... Suivre de près, c'est une phrase diplomatique qui veut dire quoi? Moi, je suis en train d'observer la personne, le camp qui va l'emporter, je suis avec lui. C'est tout. C'est suivre de près, ça veut dire, c'est le rapport de moi, je n'ai pas de camp. Battez-vous, la personne qui gagne, moi je viens. Tout comme suivre de près, ça veut dire qu'effectivement, on vous suit, c'est vous qu'on a choisi, on vous suit de près aussi. Suivre de près, ça veut dire quoi exactement? Quand vous dites je sais qui je suis, ça veut dire quoi? Vous suivez quelqu'un, vous savez qui vous êtes. C'est vous celui qui savez dans votre tête quand vous dites je sais qui je suis là. C'est ce que vous voulez dire. Donc quand elle dit nous suivons de près la situation, c'est quelle situation elle suit? Et c'est quel suivre qui est employé? C'est elle seule qui sait, parce que j'ai dit c'est bien enveloppé, c'est diplomatique. Donc, condamnation du bout des lèvres et condamnation par principe. Sur la base des textes, et le coup d'État est condamné. Mais c'est des condamnations de principe. On a vu Tandia ici, avec son Tarjacé, quand elle a été renversée, les condamnations c'était des bouts de lèvres. On a dit ouais, qu'en fait c'est des condamnations de principe. Donc il y a des condamnations de principe. Et il y a des condamnations fermes. Le principe, c'est pour respecter les textes qu'on a écrits. Pour dire, bon, d'un point de vue principe, vous ne devriez pas, mais on comprend. Ouais, on tolère, ça peut aller, mais on comprend, mais on n'est pas quand même condamné. Et puis, bon, voilà. Mais les autres, c'est pas condamnation de principe, c'est condamnation ferme, avec immédiatement fermeture de robinet. Vous ne mangez plus rien. C'est immédiat. Le Niger à côté, c'est immédiat. Le Mali, après avoir renversé Badao et Moksa Wan, la CEDEAO n'a pas traîné. La même communauté internationale a embouché la même trompette. On a entendu la France, c'est clair. Quand le Drian sortait pour parler du Mali, mais attention, c'est comme s'il a oublié même qu'il est ministre des Affaires étrangères. L'aspect diplomatique, il ne met pas là-dedans. C'est comme si c'était une affaire personnelle. On ne dirait pas qu'il parle à des dirigeants d'un État. Le Gabon, c'est pareil. Ils ont fait leur choix de valider un coup d'État. Et oui, bon, voilà, parce que ça permet de préserver les intérêts de certains. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce n'est même pas un push par anticipation aux manifestations de l'opposition qui pouvaient venir et qu'on pourrait à un moment donné ne pas maîtriser la situation? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut anticiper en faisant toute autre chose et puis on passe à autre chose. Maintenant, après, il faut maquiller avec tout ce qu'il y a comme éléments. Tellement un monsieur est à l'aise qu'il célèbre son investiture dans des allures de mariage. Pour quelqu'un qui prend un pays dans cette urgence et qui a encore le temps de faire ça comme si c'était un mariage, vous comprenez. Et puis bon, c'est devenu la mode, hein. Vous renversez, mais vous prêtez serment. Alors, juge Vaha, le président Brice Oligui Nguema a prêté serment sur une charte de transition qui jusque-là n'est pas connue du grand public. Comment cela est possible? Bon, ça, c'est une solution à la gabonaise, hein, et un process à la gabonaise. Donc, là-dessus, c'est un peu difficile. Et puis, quand vous regardez aussi la prestation de serment, je ne sais pas si vous, comme moi, avez eu cette impression-là. On a comme sorti peut-être du contexte d'un coup d'État. On n'a pas loin d'un triomphalisme, mais celui aussi de célébrer presque quelque chose qui était attendu ou bien même un fait où j'avais même quelquefois l'impression qu'on avait un président élu qui avait écrasé son adversaire. Et parce que vous voyez, on présentait sa femme, il y a son père qui montait, qui pleurait, des ministres même voilà, qui étaient présents, des anciens qui avec des accolades, et puis après les salutations avec les frères d'armes et tout. C'est dire le Gabon et les vicissitudes qu'imposait Ali Bongo avec son entêtement, c'est comme si c'était le soulagement avec
l'arrivée de Nguema, qui lui-même est un peu dans la posture, non du putschiste, mais plutôt de du libérateur. C'est l'impression, en tout cas, qui a été donnée. Maintenant, donc tout cela, ça c'est... pour moi, ce sur quoi il prête serment, les éléments, ça c'est des solutions à la gabonaise. Maintenant, est-ce que ce qu'on a entendu dans les rues, notamment de Gabonais, parce que vous entendiez quand le cortège passait, ils criaient liberté, liberté, voilà, il y a une rupture qu'ils veulent. Est-ce qu'ils l'auront avec Nguema? C'est la question fondamentale. Il a commencé à parler de vastes campagnes de lutte anticorruption, et quand vous regardez même dans son discours qu'il a fait, il a posé certains éléments, mais les Gabonais attendent aussi une rupture, hein. Parce que pendant longtemps, ça a été presque une kleptocratie. Quand on voit Bongo père comme Bongo fils, avec la multitude d'appartements qu'ils ont eus à l'extérieur du pays, parce qu'à un moment donné, vous savez, vous ne supportez plus, parce que ça devient inconfortable de rouler ces grosses voitures et puis d'arborer son luxe devant des populations qui sont à un long fossé de vous. Ça commence à friser le manque de respect et ça devient difficile. On paye des appartements très loin avec de grosses voitures qui y sont parquées, et quand on y va, on fanfaronne. Et donc ils ont des appartements un peu partout, c'était comme ça. Et ça avait gagné l'administration, tous les proches de Bongo, la famille on n'en parle pas. Quand on parle de la sœur, elle aussi, il y a des éléments qui la concernent en France. Donc c'est ça que les Gabonais ne veulent plus. Mais est-ce que lui, il va incarner ça? Étant entendu que même les Américains l'avaient cité aussi dans des achats d'appartements cash à plus de 400 000 $. Il a dit c'est des affaires privées, pourquoi est-ce que les gens en parlent? Est-ce qu'il est capable d'incarner la rupture que les Gabonais attendent? Étant entendu que de ce cercle-là aussi il est issu, il était très proche de Bongo père pour avoir été de sa sécurité, et puis lorsque Bongo père est décédé, lui qui a été fidèle parmi les fidèles, qui l'a accompagné jusqu'à ses dernières heures à Barcelone, quand il tombe en disgrâce pendant 10 ans, on lui fait appel, mais très vite il remonte comment on appelle ça, les échelons pour être très proche d'Ali Bongo et d'assurer sa sécurité. Est-ce que lui-même, avec les éléments qui ont été sortis, si on tire, lui-même son pied n'est pas lié à ces éléments? C'est des questions qu'on pourrait se poser. Maintenant, vous savez, on peut avoir des réveils tardifs. Mais moi, je suis très, comment on dit ça, très prudent. Pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste, je suis prudent sur les sincérités datées. Parce que je pense que les questions de probité, c'est pas seulement que des convictions, c'est quelque chose qu'on transpire de son être, même pas forcément par choix, mais par éducation. Donc on ne se réveille pas un matin puis on devient propre. C'est comme ça que moi je vois la vie. Et donc j'attends de voir ces actes. Maintenant, et tout à l'heure Bernard posait pour moi une problématique, parce qu'avec la France et sous, la façon de voir les coups d'État, on est dans des jeux d'intérêt et c'est normal. La France aux Français et la façon de voir aux Français et pour les intérêts. Ça, il faudrait que nous, en tant qu'Africains, on commence à avoir à lire les choses ainsi. Pas se poser la question, pourquoi ils font ça ici, pourquoi ils font ça là, pourquoi ils font ça là. Même nous. Vous pensez qu'aujourd'hui, je le disais hier, si au Niger, ceux qui avaient fait le coup d'État, c'était des pro-français et qu'ils continuaient d'aduler la France, vous pensez qu'on enverrait des soldats là-bas? Je ne pense pas. On a une posture aussi au regard de nos intérêts. Et la France aussi fonctionne comme ça. Moi, j'en veux pas à X ou à Y pour ses choix, mais il y a à nous, Africains, de nous faire respecter sur nos intérêts. Je crois que c'est là où c'est très important. Et quand vous prenez le cas, par exemple, du Gabon, c'est normal que la France s'en accommode. Vous prenez le cas de Ali Bongo. Quand on prend le cas du pétrole au Gabon, et je pense que Morel est un vrai exemple. Ils sont sur le pétrole au Gabon. C'est des capitaux indonésiens. C'est vrai qu'ils sont cotés à la bourse de Paris, mais derrière, c'est des capitaux indonésiens. Capitaux publics indonésiens. Vous prenez, par exemple, en matière de partenaires, le premier partenaire aujourd'hui du Gabon, c'est connu, c'est la Chine. Après, vient l'Inde. La France, on n'en parle même pas, c'est loin derrière. Quand on parle d'investissement, le premier investisseur au Gabon, c'est les Singapouriens. On a vu avec le grand pôle de transformation de bois qu'ils ont eu à faire. Donc, Bongo est rentré dans une diversification de ses partenaires depuis un certain temps. Et avec son entrée au Commonwealth, je pense que lorsqu'il a des problèmes et qu'il commence à s'exprimer en anglais pour parler à ses amis,
vous devriez comprendre quelque chose. C'est un message. C'est un message. Donc c'est quelqu'un qui a fait un choix de pluralité qui ne devrait pas forcément être dans, comment dire ça, dans ce que la France pourrait accepter, étant entendu que le Gabon, c'était le symbole de cette France-Afrique-là. Maintenant, ça c'est un fait. Mais est-ce que parce que Bongo a eu le courage de faire certains choix à un moment donné, il faut excuser tous ces travers? Quelqu'un qui est dans le tripatouillage des élections, quelqu'un qui ose, après tout ce qu'on a vu là, dit que lui il a eu 64% des voix, quelqu'un qui est aussi diminué physiquement. Guéma le disait, tout le monde voit, mais personne ne veut parler. Mais il a quand même tenu au cours des campagnes électorales. Oui, il a tenu comment? Et au prix de quoi? Il a fait des discours. Oui, tenu comment et au prix de quoi? C'est ça. Et puis, n'oubliez pas, je pense que ce qui arrive là, c'est... Rappelez-vous que lorsqu'il a fait son AVC, quand il a fait son AVC, il est resté pratiquement un an dehors. C'est son directeur de cabinet qui gérait les choses. Quand il est venu, il avait même été question d'un coup d'État en son temps, qui avait été déjoué. Mais quand il est venu, il a réglé ses comptes avec tous ceux qui ont géré quand il n'était pas là. Avec comme on sait le faire souvent, avec une vaste campagne de lutte anti-corruption, on met tout le monde dedans et puis c'est fini, mais jamais ses proches. Mais c'est ça en fait le problème. Et donc, depuis lors, il était quand même assez fragilisé quand il est venu. Aujourd'hui, est-ce que, même quand il fait campagne, quand on le voit marcher, c'est un type de président que les Gabonais voulaient? Je ne crois pas. Et encore que, ce n'est pas quelqu'un qui avait fait un premier mandat et qui avait eu un AVC. Il en avait fait déjà 2. Et je crois aussi à un moment donné, on n'est pas le Messie. C'est-à-dire la vision de penser que quelqu'un est la solution. C'est ça qui nous tue en Afrique. On vient, on apporte sa pierre à l'édifice, on fait son travail, on fait son job selon le besoin du moment et on se cherche, on part. Je pense que tant que nous ne comprenons pas ça, ça sera compliqué. Si on pense que c'est nous la solution, et ça concerne et les présidents élus et ceux qui ont fait même des coups d'État, vous avez une mission, une transition et une vocation. C'est mettre les bases pour qu'on ne revienne plus dans des coups d'État. Donc il ne faut pas être soi-même les germes d'éléments qui vont encore nous mettre dans un cercle non vertueux pour qu'après on revienne encore avec des gens qui viennent interrompre des processus. Je pense que ça aussi c'est quelque chose qu'on doit, chacun de nous en tout cas, prendre comme leçon. D'accord. Alors pour un certain nombre de raisons, dont ceux évoqués par le juge Vara, beaucoup estiment que c'est tout simplement une révolution de palais. Qu'est-ce que vous en pensez, juge Bougma? Oui, possible. C'est possible, c'est pourquoi j'ai dit que ça ne pourrait pas exempter qu'on l'ait fait pour préserver des intérêts. Regardez ce qui était. J'ai dit, il y a un parterre de diplomates qui y étaient, anciens premiers ministres et des membres du gouvernement qui vient d'être dissous, qui sont au premier plan dans cette investiture. C'est pourquoi j'ai dit, voilà, ça a tout l'air d'une révolution de palais. Alors que, même là, ça peut être ça. Mais après, l'élément peut échapper au contrôle de ceux qui l'ont envoyé. La transition burkinabé de 2014-2015 enseigne sur ce qui s'est passé entre Zida et ceux qui ont envoyé Zida. La suite, on la connaît. Donc, ce n'est pas comment est-ce qu'il est arrivé, ce n'est pas ça d'abord. La réalité, c'est que, je pense aussi que le président Bongo a abusé de la, je dirais pas tolérance. C'est de la confiance. Non, c'est même pas confiance. Il y a un mot plus, de l'indulgence des Gabonais. Je pourrais parler d'indulgence, pas de tolérance en tant que telle. Voilà quelqu'un qui fait un AVC, qui est resté longtemps dehors. Est-ce que les dispositifs constitutionnels ne pouvaient même pas permettre de le remplacer? Ils ne l'ont pas fait. Il est rentré grabataire. C'était compliqué. On a vu même lors de certaines réceptions officielles hors du Gabon, où c'était très difficile. Même pour marcher, c'est compliqué. Donc on a vu comment est-ce que ça n'a pas été simple quand il devait être reçu par la reine d'Angleterre, qui dans le protocole a un certain nombre de choses qu'il faut respecter. Débrouillez-vous pour y arriver. Mais après, je pense que sagement, monsieur aurait pu dire, franchement, vous m'avez supporté, vous avez été indulgent. Ma mission se termine par là. Il trouvait un autre candidat de son parti qu'on n'en serait pas là. Mais il a voulu continuer. Et je ne sais pas sur quoi est-ce qu'il comptait, c'est pas possible. Il arrive également, il perd. C'est ça aussi la réalité. S'il n'avait pas perdu, à la limite. Donc le forcing est de trop quand même. Donc il ne pouvait pas ne pas payer sa cash. C'est pourquoi j'ai dit les condamnations de principe sont là. Parce que quand vous regardez de près aussi, vous ne savez pas quoi dire
quoi reprocher à ceux qui l'ont fait. Mais maintenant, effectivement, vous savez que le fait que pour Bongo, de prendre ses distances vis-à-vis de la francophonie et de rentrer dans le Commonwealth, ce n'est pas bien perçu par Paris. Ce n'est pas une diversification de partenariat. Il a même changé la façon de faire. L'anglo-saxon fonctionne différemment du francophone. C'est très différent. En termes de façon de voir le monde, de façon de faire des choses, c'est très différent. Donc, là, ce saut opéré, ça ne plaisait pas. Et s'il y a une occasion, une opportunité de revenir préserver les intérêts de la francophonie, de la France, si elle a cette opportunité, elle va le faire. Mais maintenant, c'est aux Gabonais. Qu'est-ce que nous voulons? C'est aux Africains. Qu'est-ce que nous voulons? Moi, je n'en veux pas à la France. Je dénonce ce qu'elle fait. Je dénonce ses condamnations de coup d'État. C'est une condamnation à géométrie variable. C'est à la tête du client. Et là, ça, ce sont des faits. Mais moi, je ne leur reproche pas de préserver leurs intérêts. Mais si vous condamnez des putsch, c'est le principe. Parce que c'est eux qui nous indiquent qu'un coup d'État n'est pas bien. C'est eux qui nous ont d'ailleurs imposé la démocratie, la deuxième saison, pendant le discours de la Baule. C'est imposé. Mais pourquoi aujourd'hui, pour d'autres on condamne, pour d'autres on ne condamne pas? C'est pour dire qu'effectivement, elle défend ses intérêts. C'est à l'Africain de comprendre qu'est-ce qui est bien pour nous. Qu'est-ce qu'on veut. Et discuter clairement. Sur la table, on remet les choses et on en parle. Voyez-vous, au Niger, c'est un cas école. C'est un cas école où même les règles diplomatiques internationales sont violemment vouées aux gémonies par cette même France qui proclame liberté, démocratie, égalité. Je ne sais pas de quoi elle parle, sincèrement. Au mépris des règles diplomatiques en la matière, c'est clairement dit. L'ambassadeur n'a rien à voir dans la façon de changement de régime dans un État. C'est écrit. Mais la posture est claire. Elle a pris position. Pour quelqu'un qui est entre les mains, voilà. À défaut d'autres choses, vous pliez bagage, comme certains autres pays. Quand c'est comme ça, ils plient bagage. Il y a un retour à l'ordre constitutionnel, ils reviennent. Vous dites que ce n'est pas légitime, mais vous êtes là. Donc, au moins, ça, c'est un message clair qui est envoyé. Nous préservons nos intérêts. C'est à l'Africain aussi de comprendre. Entre ceux qui veulent préserver leurs intérêts et nous, nos intérêts, qu'est-ce qu'on met sur la table et de quoi on parle pour dire, voilà ce qui nous arrange, voilà ce qui ne nous arrange pas. Mais rester aussi dans le discours de dénonciation permanent, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas ça qui va nous sortir. Ce n'est pas ça qui va nous sortir de là. Maintenant, le Gabon, effectivement, c'est aller vite. Bon, la charte. Quand vous dites sur une charte qu'on n'a pas le contenu, est-ce que la charte même est rédigée? Aucune indication sur la durée de cette transition. Tout à fait. Alors qu'en général, c'est après tout ça. On connaît la durée de la transition, l'organe qui va légiférer, s'il y aura un organe ou s'il n'y aura pas d'organe qui va légiférer, toutes les institutions, tous les organes qui vont accompagner le processus de transition sont connus. Les délais sont connus. Qui peut être candidat, qui ne peut pas l'être. Tout est contenu dans la charte, même si le Mali a modifié après. Tous ceux qui peuvent être candidats, c'est connu dans la charte avant, par rapport aux dirigeants. Est-ce qu'à la fin, ils peuvent être candidats ou ils ne peuvent pas être candidats? Qui peut être candidat? Toutes ces choses-là sont connues. Et c'est sur ça maintenant que le chef de l'État s'engage. Mais on n'a pas eu ce document. Donc ça laisse la porte à toutes les possibilités après l'investiture. D'accord. Et cette actualité s'est invitée au Burkina. Le chef du gouvernement a réagi à l'occasion de la montée des couleurs hier. Il s'interroge en disant, je cite, où est passé le président français, le président qui s'est érigé en chef de guerre pour aller combattre et rétablir le président renversé du Niger. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait de ce qui se passe au Gabon? Oui, ça c'est normal. Et c'est la posture d'un premier ministre d'un pays qui a souvent maille à partir avec la France, vers lequel il y a souvent des critiques acerbes, disant quelquefois, bon, vous êtes venu par un coup d'État, le rappelant souvent à souhait pour dire que, bon, écoutez, vous n'êtes peut-être pas si légitime que ça. Ça se passe pour le Burkina, ça se passe pour le Mali, c'est en train de se passer aussi pour le Niger. C'est un premier ministre qui leur rappelle leur appréciation qui est fort changeante. Et ça, selon les pays et selon leurs intérêts. Mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. C'est le jeu d'intérêts. Et tant qu'on ne comprend pas que toutes les puissances fonctionnent comme ça, et qu'il y a des relations qui se font par bonhomie, tant qu'on n'a pas enlevé ça dans notre façon de voir les choses, on aura un problème.
Je crois que c'est ça qui a été notre problème avec la France pendant longtemps. Avoir cru qu'ils nous aiment tellement qu'ils font ça. C'est pour ça que le réveil est douloureux. Mais ne pensons pas aussi que quelqu'un d'autre nous aimera aussi tellement qu'il fera ça. Tout est espèce sonnante et trébuchante, tout est intérêt, tout est qu'est-ce que je gagne. Et dans le jeu de nos intérêts, il faudrait que nous fassions respecter les nôtres. Je crois que c'est ça qui est le plus important pour nous aujourd'hui. Et que ce soit ce qui se passe au Gabon, je le disais tout à l'heure, il y a une diversification que Ali Bongo a assumée depuis un certain temps. Et c'est clair que ça ne plaît pas à la France. Et la France, s'il y a un changement, elle regarde, il y a une opportunité peut-être qui est en train de se décider. Elle va pas, elle trouve que c'est accommodant, elle est tranquille. Quand vous prenez le cas du Tchad, c'est pareil. Quand vous prenez le cas du Niger, du Burkina, du Mali, ce n'est pas pareil. Parce qu'on dit, chers amis, ça ne peut plus continuer comme ça. Ce que vous avez arrangé avec certains à un moment donné, là, ça ne tient plus. C'est normal qu'il ne soit pas, on ne soit pas en odeur de sainteté. Pour moi, ça n'est que logique. Et c'est une pique. Et c'est un moment aussi pour le Premier ministre de dire à cette France-là qu'elle n'est même pas logique avec elle-même. Donc ça tombe sous le sens. Mais bon, c'est des piques. Mais nous, je pense qu'il y a quelque chose qui est pour moi très, très important dans tout ce qu'on est en train de faire. C'est qu'il faut construire notre chemin à nous. Comment on le construit là? Pour moi, c'est ça qui est aujourd'hui le plus important. On est dans des transitions. Quels sont les éléments de fond qui doivent être menés? Je répète encore, beaucoup ne retombent pas encore dans ces coups d'État. Parce qu'à la vérité, ceux qui appellent, qui disent, quand ils entendent parler de coups d'État, et ce coup d'État, ils applaudissent. Il n'y a pas un pays qui a fait des coups d'État à répétition qui est à un niveau, prenez, même sur le continent. Il n'y en a pas. Mais malheureusement, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est que dans les pays qui ont eu comme colons les Français, mais vous voyez ce qui est en train de se passer. En un mois, il y a 2 coups d'État dans des anciennes colonies françaises. Quand vous partez il y a 2-3 ans, vous en êtes à 5. Il y a un problème. Ça veut dire que la France, dans ses rapports avec ses anciennes colonies, son ingérence pendant longtemps et sa façon de distribuer des cartes là, ça a vraiment déstructuré les choses, ça a posé problème. Et la France doit aussi accepter à un moment donné de revoir sa copie. C'est ça qui est le gros problème aujourd'hui. On a l'impression que le réveil est douloureux parce qu'ils n'ont pas vu les choses venir. Et pourtant, ils devraient le voir. Il y a une élite aujourd'hui, il y a une jeunesse qui a accès aux mêmes choses que la jeunesse en France, en Europe, aux États-Unis et partout, qui ne peut plus accepter que les choses continuent comme au moment de leurs de leurs grands-pères et tout, qui voyaient les choses autrement, qui ne voyaient pas le monde comme on le voit aujourd'hui, avec toute l'ouverture et les possibilités qui sont là. Donc, il y a des choses qui ne sont plus de l'ordre de l'acceptable. Et même la diversification ou bien la question de la pluralité des partenaires, c'est des choses qui ont commencé mais qui s'affirment aujourd'hui. C'est pour ça le concept de souveraineté, on en parlait hier lors du forum dont je parlais avec le CAPES, c'était vraiment très intense. Il n'y a pas de souveraineté totale, elle est relative, mais donc ça se négocie au gré des intérêts qu'on a internes. Et chacun doit accepter ce que l'autre concède ou c'est comme ça que ça se passe, mais c'est dans le respect. D'accord, et pour terminer sur le sujet, ce coup d'État au Gabon, ça constitue le 5e en Afrique francophone en moins de 2 ans. Finalement, qu'est-ce qui ne va pas avec ces pays francophones, juge Boukman? Oui, mais c'est pourquoi la réalité, il faut interroger la qualité de notre relation avec aussi le parrain colonial. Ça, on ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas avoir un discours de sincérité puis faire l'économie de cette réalité. Pourquoi ce sont les pays francophones? Il faut repartir à la base de la colonisation. Le système anglo-saxon, les Britanniques, c'était le indirect rule. La France, c'est le direct rule. C'était déjà 2 modes de gestion différents de colonies. Depuis la base, c'est 2 modes de gestion différents. Les Britanniques déléguaient, les Français, c'était direct. Comment les cercles viennent jusqu'au confin. Mais le Britannique, il a procédé par délégation pour responsabiliser des gens les uns les autres, pour qu'ils puissent prendre sur eux la responsabilité à un moment donné de pouvoir s'émanciper. Ça, c'est clair. Déjà, dans la mode de gestion des colonies, les 2 n'avaient pas la même approche. 2. En 1945, avant les indépendances, c'est la France qui a créé la monnaie pour nous. Et jusqu'à présent, c'est battu là-bas. Prenons les pays francophones. CEDEAO, ceux qui sont de l'autre côté, c'est le même CFA.
Quand on ne peut même pas bouffer dans le même pays, c'est le même CFA, mais vous quittez pour aller au Gabon, c'est pas possible. Donc il y a à interroger sur ça. Et il faut avoir le courage d'interroger ces faits historiques, c'est des faits. Donc le cordon ombilical, il est très fort. Les liens, il est très fort. Et déjà, prenez la période après les indépendances. Les présidents qui ont tenté de s'émanciper, qui ont regardé, qui ont vu, si nous voulons nous émanciper, il y a des liens qu'il faut couper. C'est eux qui ont été coupés. Modibo qui était au Mali. Et puis Olympio au Togo. Pourquoi? Les deux avaient également l'ambition de créer leur propre monnaie. Parce que pour se développer, ils ont dit, de toute façon, nous regardons les choses, il faut avoir le courage de le faire. La suite, on la connaît. Et après, c'est combien d'années que nous traînons pour pouvoir lancer la monnaie commune, on n'arrive pas. Ce n'est pas au mépris de tous les autres États qui étaient dans la volonté de créer cette monnaie que Alassane Ouattara et Macron se sont retrouvés à Abidjan pour lancer leur propre calendrier. Sur quoi? Quelle base? Et dire que au niveau de la BCAO, les administrateurs français vont quitter, alors que les mêmes avaient dit qu'il n'y a pas d'administrateur français. Donc la réalité, c'est des faits. Et donc ces faits-là, on doit les interroger courageusement. J'ai dit, nous sommes à travers cette situation où Macron nous a aidés. Macron était clair. Nous ne sommes pas là pour de l'humanitaire, nous sommes là pour des intérêts. Dès lors qu'il l'a affirmé, et que nous savons qu'effectivement c'est ça, mettons sur la table les questions d'intérêt et discutons de ce qui nous arrange et de ce qui ne nous arrange pas. Ce n'est pas une affaire de pleurnicher, non. Donc ce qui fait que les pays francophones, regardez, vous savez que dans un passé récent, la Côte d'Ivoire est très loin du Ghana. Mais en termes de potentialité, c'est le jour et la nuit. C'était pas possible. Mais pourquoi? Parce que le Ghana a un avantage sur le plan de la stabilité et sur le plan du système de gestion, hérité de ce que j'ai dit. Prenons la Guinée-Conakry. En termes de ressources qui n'a rien à envier au Ghana, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Mais la Guinée à quel niveau? Tout simplement parce que quand Sékou Touré a assumé en 1958 son indépendance, ils ont tout torpillé. Des biens ont été injectés pour créer l'inflation. Tout a été saboté. Ce qu'on ne pouvait pas emporter, ça a été saboté. Donc on ne peut pas pleurnicher. Notre chemin de fer, après les indépendances, ça bougeait de combien de kilomètres? Sauf quand Sankara est venu. Mais pourquoi? Parce que c'est à nous de nous assumer. Mais maintenant, j'ai dit, les liens du cordon ombilical sont très forts. Il y a des liens qu'il faut rompre. Il faut alléger certaines choses. Mais ça demande un discours de vérité, de reconnaître que c'est fait et sur la même tâche. Sinon, pourquoi est-ce que quand ça bouge, les grèves les plus dures, c'est dans les pays francophones qu'on les paralyse pendant longtemps sans pouvoir travailler? Les troubles sociopolitiques les plus difficiles, c'est chez nous. Donc, il y a une réalité à interroger. Il y a un fait historique à interroger. Il dit qu'il y a un courage à aller, mais on ne va pas rentrer dans l'accusation simple. Et pour pouvoir nous en sortir. Mais il y a les faits historiques qu'il faut interroger, sonder et avoir le courage d'aller de l'avant. Et pour ceux qui nous prennent en marche sur Watt FM, vous êtes bien à la deuxième convocation de la saison 8 du tribunal de l'actualité et nous passons au deuxième sujet retenu pour cette convocation. Fonds de soutien patriotique, près de 35 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Juge Vaha, visiblement, les Burkinabés ne manquent pas de générosité pour ce qui concerne l'effort de paix. Si, quand on regarde les chiffres, c'est clair que et ça, lors du point, s'il a été ressorti, c'est qu'on a on a un élan qui est en train de gagner parce que les chiffres en tout cas le dénotent. Maintenant, je dis aussi que les 35 milliards de francs CFA qui ont été collectés en 6 mois, maintenant quand vous regardez dedans, vous prenez les boissons, je pense que vous êtes à 22 milliards de francs. Non, mais vous êtes, je parle en termes de proportions, parce que je voyais, je ne vais pas citer des marques, qui font déjà 70%. Quand vous prenez d'autres boissons, c'est 1%, d'autres 0, quelques, vous prenez le tabac. Donc quand vous mettez tous ensemble, vous partez frôler les 80 et en allant. Donc ce sont des produits, on va dire quoi, c'est une contribution induite de par la consommation. Donc c'est pas forcément une question d'abord de choix. Je pense que ça, je le dis à chaque fois on fait cette appréciation ici. Donc, il y a le caractère contribution volontaire. Ça veut dire que chacun vient sans pression, il dit voilà ce que je veux donner. Ça, pour moi, c'est la clé, c'est la bonne lecture aussi à avoir en termes d'évolution. Maintenant, il y a ce qui est induit par la consommation parce que les prix que vous prenez au niveau de la téléphonie mobile, il y a des nouvelles taxes qui ont été décidées, qui partent directement à l'effort de guerre. Donc, c'est normal que ça vienne gonfler la cagnotte. Donc, pour moi, dire que de façon volontaire, les gens contribuent un peu plus, je ne pense pas que ce soit forcément ça.
il y a eu l'ingéniosité de trouver des niches, parce qu'à un moment donné, il y a eu un genre de blocage quand on demandait aux syndicats d'accepter que sur une part des salaires on fasse ceci ou cela. On a vu le blocage, les discussions ont traîné, c'est devenu... Et après, il y a eu ce presque génie là de dire bon écoutez, comme ça on va aller sur la consommation, et c'est ce qui est fait depuis. Et donc vous consommez, vous payez. C'est aussi clair que ça. Donc, quand on crée des niches nouvelles, comme avec les téléphonies mobiles et tout, c'est normal qu'il y ait cette cagnotte-là qui grossisse. Maintenant, pour moi, que ça grossisse ou quoi, c'est pas ça le problème. Maintenant, c'est la question de qu'est-ce qu'on en fait qui est important. Et c'est pour ça, le discours qui est rassurant, quand il nous dit qu'il y a l'ASULC auquel on fait appel pour venir regarder dedans, je pense que ça, c'est important. Parce que l'effort qui est fait par les Burkinabés aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se leurre. C'est un gros effort. Parce que vous prenez les anciens chiffres, dans notre espace, on est le pays qui a le taux d'inflation le plus fort. Qui dit taux d'inflation élevé, dit niveau général des prix élevé, dit amenuisement de la capacité d'achat des populations. Donc, ça veut dire que chez le ménage, ça devient compliqué. Et alors qu'on est dans une situation de guerre, et ça veut dire aussi que forcément les activités, ça ne roule pas comme on veut. Donc, c'est une population qui est obligée de supporter beaucoup de choses, mais qui comprend aussi le contexte, qui est résiliente, qui comprend le contexte. C'est parce qu'on est en guerre. Dans tous les cas, si vous ne faites pas l'effort, ça viendra vous prendre et puis c'est fini. Donc quand on regarde ça, on se dit, bon, on est obligé de consentir cet effort. Maintenant, à cet effort, il faudrait qu'il y ait, en termes d'évolution, une corrélation positive. On fait des efforts, c'est vrai que ça augmente, c'est vrai qu'on salue, mais il faut que sur le terrain aussi, ça suive. Je pense que c'est ça qui encouragera aussi l'effort. Donc c'est les degrés de lecture pour moi qu'il faut avoir. Sinon, tout le monde voit aujourd'hui comment les VDP sont traités. C'est nettement mieux que les rapports qui nous étaient faits, les reportages sur lesquels nous sommes allés et que nous avons diffusés ici, montrant l'indigence et l'oubli presque de la nation face à ces personnes-là qui étaient en train de risquer leur vie pour la défense de la patrie. Aujourd'hui, c'est des éléments qu'on n'entend plus. Donc, on sent qu'il y a quand même une bonne partie qui leur parvient en termes de traitement et tout. Ça, c'est intéressant. Maintenant, il faut qu'il y ait une corrélation positive entre l'effort qui est fait et en tout cas les résultats sur le terrain. C'est ce qui a manqué sur Roch Kaboré, parce que on a des parts de budget plus accrues qui ont été allouées à la défense et à la sécurité sans qu'on ne voit venir de façon positive des avancées. Et là, ça a été difficile à accepter et à un moment donné, il fallait que les gens disent que ça ne va pas. Alors, Juge Bougma, finalement, en l'espace de 6 mois, près de 35 milliards de francs CFA, est-ce qu'on pourrait en conclure que les Burkinabés ont compris la nécessité d'accepter le prélèvement des taxes et impôts pour l'effort de paix? En fait, je ne pense pas que les Burkinabés n'avaient pas compris. Je pense que c'est lié à la qualité du leadership. La volonté du don, la volonté de contribution est également fonction de la qualité du leadership. Je pense que c'est tout simplement cela. Si les Burkinabés sont rassurés qu'il y aurait une saine utilisation des ressources, dans la transparence, et que les destinations sont claires, et s'il y a des fautifs dans les rangs sont sanctionnés à la hauteur de ce qu'ils ont pu faire comme faute, ça va rassurer et il n'y aura pas de problème. Et justement, est-ce que vous êtes rassuré quant à la gestion efficiente de ces fonds? Bon, rassuré, je ne peux pas dire que je suis rassuré, parce que nous héritons d'un vieux système qui date de plusieurs années et qui est toujours là. Sur le système de gestion, c'est le même système qui est là. Ce sont à peu près, on change seulement les postures, les gestes, mais le système de gestion fondamentalement, lui, il n'a pas beaucoup évolué, il n'a pas beaucoup changé. Vous demandez à ceux qui poursuivent dans les marchés, et au niveau des marchés publics, que vous verrez. Donc, ces systèmes-là ne permettent pas une saine gestion, ne permettent pas parfois même de décaisser à temps, compte tenu de la procédure. Quand je parle de système, je ne parle pas d'abord de détournement d'abord. Je parle d'abord de procédure, parce que notre administration est très procédurière. Elle est plus orientée procédure à un moment donné. Donc, ça ne facilite même pas les décaissements. Est-ce qu'on va toujours rester dans ça? Donc, ça, c'est un enjeu. Je dis l'autre enjeu qui est très important aussi, c'est la transparence. Le devoir de redevabilité, de rendre compte.
combien est-ce qu'on a perçu, combien est-ce qu'on a donné, combien il reste et comment est-ce qu'on peut vérifier qu'effectivement c'est ça. Et puis, il y a certaines structures également qui doivent également bénéficier. Par exemple, ceux qui sont il y a des structures qui gèrent des situations d'urgence. Je prends par exemple l'école en situation d'urgence, où parfois des instituteurs ont besoin d'être ravitaillés, des localités où il y a des instituteurs, où ont besoin d'être ramenés, où ont besoin que le déplacement par exemple soit facilité. Et donc si la ressource est plus orientée vers FDS, VDP, sans oublier ces messieurs-là, et en oubliant ces messieurs, c'est un pan qu'on oublie, alors que là aussi c'est très important. Donc, je crois que le Burkina regorge d'hommes et de femmes capables de gérer sainement les ressources. Il suffit de savoir où les trouver et les faire appel. Mais la transparence dans la gestion et la qualité de la gestion, ça va déterminer le reste. Sinon, à un moment donné, les mêmes vont dire non, pas question. Regardez en fin d'année, en début d'année, quand les délais pour le paiement de la taxe véhicule à moteur, TVM, les délais ont été annoncés. Les délais ont été annoncés sur la taxe de résidence. Mais les services des impôts ne désemplissaient pas. Les gens faisaient le rang pendant des heures pour aller payer, pour pouvoir aller payer. Parce que pour certains, c'est la contrainte, mais pour d'autres, c'est un motif de fierté. Et c'était pour la grande majorité. Mais si ce n'est pas sainement géré, cette euphorie va retomber et les prochains appels ne vont pas être suivis de faits. Sauf les produits où monsieur c'est qu'il achète obligatoirement, il est taxé, il n'a pas le choix. Mais la contribution volontaire de prendre effectivement un coût, ça va dépendre, je dis bien, de la qualité de la gestion. Et ça, c'est très important. Auditeurs et auditrices de Watt FM sur la 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices, c'est ici que nous mettons un point final à cette deuxième convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques de réalisation à la télé comme à la radio. Merci aux juges pour les angles de regard et d'analyse. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.